Une production des studios Bars. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Retrait graduel de la subvention du gouvernement du Québec de 5 000 $ à l'achat d'un véhicule électrique. Nissan pourrait construire un pick-up avec Fisker. Le Dodge Charger électrique serait fabriqué à Windsor, en Ontario. Les ventes de véhicules électriques demeurent à la hausse. La Chine devient le premier exportateur mondial de véhicules électriques. Ensuite, chronique roulé vert, Stéphane nous parle d'une tendance des véhicules électriques qui pourrait être à la baisse en 2024. Par où commencer? Doit-on s'acheter une borne résidentielle ou pas? Et en grande entrevue, on parle avec deux propriétaires de la Toyota BZ4X. Mais juste pour moi, pour l'utilisation que j'en fais, c'est parfait. Je fais pas des longs trajets en hiver. En été, le véhicule se charge très, très rapidement. Bienvenue à l'épisode 169 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode 169. Mon Dieu, que le temps passe vite, Il me semble que l'enregistrement de la 100e, c'était hier et pourtant, ben non, ça va vite. Écoutez, merci d'être là, merci d'être encore là et d'être de plus en plus là, je devrais dire, parce que quand on regarde les téléchargements de nos épisodes, on est en progression constante de façon assez remarquable. Donc, je remercie tous les gens qui prennent le temps de nous écouter, de télécharger nos épisodes et surtout d'encourager nos commanditaires, nos nombreux commanditaires qui rendent l'émission possible. Vous le savez, plusieurs entreprises se joignent à Silence on roule pour nous aider dans notre mission et votre façon de nous dire merci, parce que Silence on roule, c'est gratuit. Hein? On n'est pas comme d'autres podcasts sur Patreon où on vous demande de payer pour nous écouter. C'est gratuit. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est quand vous avez des besoins, inventez-vous pas des besoins, mais quand vous en avez et que parmi nos commanditaires, il y a des gens qui répondent à ces besoins-là, autant que faire se peut, faites appel à eux. C'est une façon de les remercier. Puis dites-leur, on vient vous voir, vous êtes commanditaire partenaire de Silence on roule, puis on est bien content de vous encourager. Tout le monde est gagnant dans cette approche. Ceci dit, si vous n'êtes pas abonné à Silence on roule, je vous conseille de le faire fortement. Abonnement.silenceonroule.com. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et vous recevez tous les épisodes et les épisodes hors série qu'on ne rend pas disponibles sur notre site web. Donc, les épisodes hors série, il y en a un la semaine prochaine où on va vous donner toutes les statistiques de 2023. Donc, si vous voulez savoir comment ça s'est passé, les immatriculations de véhicules électriques au Québec en 2023, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on va atteindre les objectifs du gouvernement? Quel modèle de véhicule a mieux fait que tel autre? Quelle région du Québec a mieux fait que tel autre? Vous allez avoir tout ça dans notre épisode hors série de la semaine prochaine, de vendredi prochain. Pour ne pas le manquer, vous abonnez. Dans l'épisode d'aujourd'hui, wow, plein de choses intéressantes. Dans la chronique Par où commencer, Sébastien va nous parler des bornes de recharge à domicile. On entend plusieurs choses. Là. Parfois, il y a des modèles de véhicules qui viennent avec une borne. Est-ce que cette borne-là est suffisante? Dois-je quand même m'acheter et faire installer une borne à domicile? La question revient tout le temps. On entend toutes sortes de réponses. Notre spécialiste Sébastien Côté de l'AVEC va nous en parler dans quelques instants. On va avoir une autre chronique de Stéphane Levert cette semaine. Une chronique là, à ne pas manquer. En grande entrevue cette semaine, très intéressant. On parle d'un modèle de véhicule de Toyota qui a parfois bonne, parfois moins bonne presse. En tout cas, Toyota fait beaucoup jaser dans le monde de l'électrique, beaucoup de volte-face de la compagnie. On dit une chose et son contraire. On est contre l'électrification, on y croit plus, on croit à l'hydrogène, on n'y croit plus. On entendait même parler cette année, pas cette année, mais cette semaine, que Toyota parlait de véhicules à l'eau. On entend toutes sortes d'affaires, là.
une chose et son contraire. Par contre, le Toyota BZ4X existe, il est vendu. Plusieurs personnes en ont fait l'acquisition et plusieurs sont très satisfaits du véhicule. Certes, il n'a pas les meilleures caractéristiques en termes de vitesse de recharge et d'autonomie. Par contre, pour plusieurs personnes, le véhicule répond aux besoins et surtout répond aux standards de qualité de la marque Toyota. Il y a des gens qui adorent la marque Toyota et attendaient que Toyota ait du tout électrique pour faire le saut et c'est maintenant le cas. Donc, on va parler avec des propriétaires qui vont nous dire ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment moins du véhicule. Donc, manquez pas ça un peu plus loin. Sans plus tarder, je vous propose de tout de suite aller écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Nissan pourrait construire le pick-up électrique Fisker Alaska ainsi qu'un dérivé vendu sous sa propre marque. Un rapport basé sur des sources anonymes proches du dossier a affirmé que Nissan est en pourparlers avancés pour investir dans Fisker, un accord pouvant être conclu plus tard ce mois-ci. Les termes qui seraient en discussion incluent un investissement de 400 millions de dollars américains dans le développement de l'Alaska qui serait produit dans une usine de Nissan aux États-Unis dès 2026, selon le rapport. Nissan construirait son propre pick-up électrique sur la même plateforme. On le dit souvent, 85 à 90 % des gens qui ont une voiture électrique vont se charger à la maison. Cela dit, les résultats d'une enquête menée par la société ChargeLab nous montrent que c'est peut-être un peu plus nuancé comme résultat. En examinant spécifiquement ceux qui ont accès à la recharge à domicile, l'entreprise a constaté que même si c'est le cas, 59,6 % de ceux qui ont acheté une borne de recharge utilisent les bornes publiques quelques jours par semaine. Et dans 8,2 %, c'est même tous les jours. La recharge sur les lieux de travail joue également un rôle important. Un peu plus de 40 % des propriétaires de véhicules électriques interrogés disposent d'une borne de recharge pour véhicules électriques à leur travail. Les résultats proviennent d'une enquête périodique sur la recharge publiée il y a quelques semaines par ChargeLab qui fournit un accès réseau d'exploitation pour les bornes de recharge et c'est conçu pour une norme de communication appelée OCPP, donc Open Charge Point Protocol. Les résultats sont basés sur les sondages réalisés auprès de seulement 500 conducteurs de véhicules électriques aux États-Unis au 4e trimestre de 2023. Des changements ont été annoncés pour ce qui est du Ford e-Transit, la camionnette de Ford. Le modèle 2024 bénéficiera entre autres de changements comme une plus grosse batterie offrant une plus grande autonomie. Le e-Transit dispose désormais de 89 kWh de capacité utilisable contre 68 kWh auparavant. Cela augmente l'autonomie maximale selon le cycle EPA à 255 km contre 202 tel que présenté par Ford lors du lancement du e-Transit en 2022. Le constructeur automobile affirme qu'il s'agit d'une augmentation de 26 % pour les modèles à toit bas et de 32 % pour les modèles à toit haut. La nouvelle Dodge Charger électrique 2024 serait le premier véhicule électrique pour passagers fabriqué au Canada. 4 configurations haute puissance de la nouvelle Charger Daytona électrique font partie des modèles Charger qui seront produits à l'usine de Stellantis de Windsor dès cet été. Moins de 2 ans après l'annonce du projet de 3,6 milliards américains de Stellantis pour rééquiper et moderniser ses usines d'assemblage de Windsor et Brampton en Ontario, afin de fabriquer des véhicules électriques et hybrides, l'entreprise a annoncé que les premiers véhicules qui seront produits au Canada seront les modèles Dodge Charger Daytona 2024.
Présenté comme la première et le premier et le seul muscle car électrique au monde, la nouvelle Charger n'est pas seulement le premier véhicule électrique pour passagers de Stellantis fabriqué au Canada, il s'agit également du premier véhicule électrique de tourisme officiellement dévoilé dont la production est prévue par un grand constructeur automobile dans ce pays. Bien que dès la semaine prochaine, nos auditeurs abonnés auront une analyse des statistiques des immatriculations de véhicules électriques pour le Québec, on apprend que selon SP Global Mobility, la part de marché des véhicules tout électriques et hybrides rechargeables au Canada était de 13,2 % en légère baisse par rapport au troisième trimestre, mais toujours bien supérieure au 10,5 du deuxième trimestre. Un autre trimestre encore, 3 mois de fortes immatriculations de véhicules électriques au Canada qui jettent de l'eau froide aux critiques qui donnent toujours l'impression que les véhicules électriques sont en chute libre. Selon les données publiées par SP Global Mobility, les véhicules électriques représentent 10 % des véhicules immatriculés au Canada pour les 3 derniers mois de l'année et les hybrides rechargeables représentent 3,2 des immatriculations. Ces chiffres sont stables par rapport au troisième trimestre lorsque les véhicules tout électriques détenaient une part de 10,2 % et les hybrides branchables 3,2 %. Considérant que le trimestre précédent a vu la part de marché des véhicules zéro émission augmenter de 2,7 % par rapport au deuxième trimestre, les résultats du quatrième trimestre semblent solides dans une perspective de tendance à long terme. Mais est-ce que ces tendances de vente de véhicules électriques vont se maintenir, du moins au Québec, avec l'annonce, il y a quelques jours à peine, du retrait progressif de la subvention pour l'acquisition d'un véhicule électrique du gouvernement provincial du Québec. Donc, la subvention qui est, je vous le rappelle, de 7 000 $ par année va passer l'année prochaine, donc en 2025, à 4 000 $, puis pour le 1er janvier 2026 à 2 000 $ pour ensuite complètement disparaître le 1er janvier 2027. Évidemment, cette annonce a pris plusieurs acteurs du milieu par surprise. L'Association des véhicules électriques du Québec a exprimé ses réserves quant à ce dernier budget provincial. Puisque le budget vise évidemment à transférer progressivement les fonds de crédit carbone vers le développement de l'infrastructure de recharge et les subventions pour les bornes de recharge. Toutefois, cette décision se fait au détriment des subventions directes à l'achat de véhicules électriques, une mesure qui a prouvé son efficacité pour stimuler l'adoption des technologies de recharge proposées. Après une analyse approfondie de l'AVEQ, il devient évident que pour maintenir l'élan nécessaire à la transition énergétique, le gouvernement devrait envisager de s'aligner sur les pratiques de certains pays européens, c'est-à-dire l'instauration d'un système de bonus-malus où les ventes de véhicules fortement polluants financeraient les subventions aux véhicules électriques permettant de poursuivre le soutien à l'électromobilité sans impact fiscal supplémentaire. La Chine est devenue l'année passée, donc en 2023, le premier exportateur mondial d'automobiles pour la première fois, détrônant le Japon grâce à ses ventes de véhicules électriques à l'étranger. Le Japon a exporté pour 4,42 millions de véhicules en 2023, soit une hausse de 16 % par rapport à l'année précédente, a annoncé mercredi l'Association des constructeurs automobiles japonais. Selon l'Association chinoise de constructeurs automobiles, le volume est inférieur aux 4,91 millions de véhicules exportés par la Chine l'année dernière, le total ayant grimpé de 58 % sur l'année. C'est la première fois en 7 ans que le Japon perd sa couronne, selon les données comparables. Le Japon avait été devancé pour la dernière fois en 2016 par l'Allemagne. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. De retour avec de la belle visite en studio, Sébastien Côté. Bonjour, monsieur. Bonjour, Martin. Écoute, Sébastien, aujourd'hui, un thème qui est... sérieusement, je pense que si on faisait des statistiques, là, ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est probablement l'une des questions qui revient le plus souvent
toute page Facebook de véhicules électriques confondus. C'est une question en lien avec la borne de recharge. Et l'angle avec lequel on en parle aujourd'hui, c'est puisque lorsqu'on achète un véhicule électrique neuf, à tout de moins, là, il y a une borne quelconque qui vient avec le véhicule. Est-ce que je dois quand même en acheter une? On répond quoi à ça? Bien, on va répondre que oui. La réponse est simple et oui, mais on va détailler un peu plus pourquoi, parce qu'on se demande des fois si c'est peut-être des soucis monétaires, de gaspillage, d'acheter d'un produit que j'ai peut-être pas besoin. Ou si j'allais déjà, pourquoi j'en achèterais un autre? Et pourquoi il m'en fournisse un s'il ne fait pas la job? Hein? C'est ça. Effectivement. Donc, il faut quand même savoir que dans le passé, les véhicules étaient fournis avec un câble de recharge, mais de type niveau 1, on a déjà parlé, là, 120 volts. Donc, c'est vraiment un câble de dépannage. À très, très faible puissance. C'est charger une auto avec ça, faut pas être pressé, hein? Oui, effectivement. Fait que c'est pour ça que, là, une couple d'années, on n'en parlait pas que ça pouvait peut-être remplacer la borne à domicile. Donc, pour un hybride branchable, il faut quand même s'entendre. Peut-être que ça pourrait être suffisant, mais sachez que... Pour une 100% électrique avec un niveau 1 aujourd'hui, là, ça se compte en jours, là, charger l'auto. Hein? Effectivement. Donc, depuis quelques années, il y a certains manufacturiers qui fournissent un câble de recharge niveau 2, 240 volts. Ça, c'est le même type de borne qu'une borne qu'on se ferait installer à la maison en termes de puissance puis de recharge. Là. Oui, effectivement. Donc, puis ce câble-là aussi, ils vont venir avec un adaptateur qu'on peut être sur le 120 aussi, ou la prise de cuisinière, là, 1450. Donc, elle fait niveau 1, niveau 2. Effectivement. Bon, mais si elle fait niveau 2, pourquoi je m'achèterais une borne niveau 2 chez un électricien ou un commerçant là, spécialisé en borne de recharge? Pourquoi je me ferais installer une autre borne alors que j'en ai une fournie avec le véhicule? Bien, c'est principalement pour, au niveau de la robustesse que le produit peut avoir. C'est vraiment une borne portative plutôt qui pourrait nous servir dans des conditions lorsqu'on est en visite en quelque part, pour nous se dépanner. Ou peut-être pour ceux qui voudraient l'installer de façon plus permanente dans le garage, ça pourrait faire. Par contre, pour utilisation intensive à l'extérieur, c'est pas nécessairement une borne qu'on recommanderait parce que est-ce qu'elle a été testée dans toutes les conditions, tout comme une vraie borne qu'on mettrait à domicile, qui aurait eu tous les tests puis dans les différentes conditions qu'on a au Québec? C'est moins robuste. En fait, c'est peut-être pas construit pour un usage quotidien exhaustif. Maintenant, il y a des gens qui, malgré ce que tu dis, ben, ils n'ont pas acheté, puis ils se sont juste fait installer une prise 240 volts à l'extérieur chez eux, puis ils utilisent leur borne, puis ça marche. On dit quoi, ces gens-là? Ils font-ils un mauvais choix, ça? Bien, c'est pas nécessairement un mauvais choix, sauf qu'il va falloir que vous pensiez à une façon de la sécuriser pour le vol. Il faut savoir que la borne portative, là, elle n'aura pas de système de sécurisation là, comme les autres bornes à domicile qu'on va avoir. Aussi, bon, sa robustesse qu'on a parlé tout à l'heure. Et aussi, mais si jamais il y a un bris, bien là, c'est un bris, c'est un cas de garantie avec votre concessionnaire. Ça ne sera pas remplacé. Le service à la clientèle risque d'être assez long. Vous n'aurez pas d'autres solutions de secours pour vous brancher. Oui, puis il faut savoir, Sébastien, qu'une borne de recharge qu'on va acheter là, dans un commerce pour faire installer à la maison va nous coûter typiquement quelque chose entre 700 et 1000 $. Il y en a des un peu moins chers, un peu plus chers, mais on est dans ces eaux-là. Les bornes qui viennent avec les véhicules, c'est pas rare de voir que le concessionnaire, si on se la fait voler ou on la brise, va nous arriver avec une facture au-delà de 2000 $ pour une borne qui, techniquement, est moins robuste et moins adaptée à notre utilisation quotidienne que ce qu'on veut en faire. Donc, et je pense qu'il y a un côté monétaire, sans compter, et tu me diras si je me trompe, mais c'est qu'en plus, on s'achète une borne et qu'on la fait installer à la maison, on a une subvention, là. Oui, puis cette borne-là qui vient avec le véhicule, bien, vous n'aurez pas le droit à la subvention. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument aller chercher de la subvention, mais la subvention, elle est là présentement, donc ça vaut la peine d'aller profiter de ça pour diminuer notre coût d'installation complet à la maison. Oui, puis il y a le volet que d'avoir une borne de recharge d'installer chez soi, ben peu de gens en tiennent compte finalement, mais ça reste que c'est une valeur qu'on donne à notre maison. C'est-à-dire qu'un jour, si on va à notre maison et qu'on sait on s'en va vers un monde où la quasi-totalité, voire même la totalité dans quelques années, des véhicules seront électriques, ça va en prendre des bornes. Donc, tu achètes une maison, il y a déjà une borne d'installer fixe, reliée au panneau électrique en bonne et due forme, ben, c'est un élément qui va être à ce moment-là intéressant pour la revente de la maison. Oui, effectivement. Puis, si je pourrais peut-être juste rajouter là, à la toute fin, là, c'est qu'on ne connaît pas non plus l'avenir. Les câbles de recharge dans les véhicules, je pense que c'est chez Tesla aussi,
par un cas d'exemple, qu'on ne fournit plus le câble par défaut. C'est une option qu'il faut cocher lorsqu'on commande le véhicule. Peut-être parce qu'eux ont décidé de sauver des coûts, mais en même temps, ils se disent que les gens en ont déjà à domicile. Oui, l'approche Apple, hein, on n'envoie plus le bloc d'alimentation quand tu achètes un cellulaire parce que tout le monde a déjà un cellulaire, donc a déjà un bloc d'alimentation. C'est un peu. Et c'est une logique qui va être implacable dans quelques années. Et si on a toutes des autos électriques, ben on va forcément, ça va forcément être notre deuxième, notre troisième, notre quatrième voiture. On a déjà une borne à la maison. Quelle est la pertinence de fournir une borne niveau 2 à ce moment-là? Peut-être qu'on va juste mettre une borne niveau 1, voire même, comme tu dis dans le cas de Tesla, l'enlever complètement. Et puis, il y a un élément aussi qu'il faut garder en tête au travers de tout ça, c'est que je pense que l'aspect dépannage de la borne qui est dans le véhicule qui est important. C'est-à-dire que moi, je donne souvent comme exemple, il y a deux cas, là, je pense, importants, puis tu diras si je me trompe, mais je pense qu'à l'AVEC, vous en entendez parler régulièrement. Tu as les gens qui disent « Je ne m'achèterai pas une borne, je vais prendre celle qui vient avec le véhicule », puis des fois, ils ont juste une niveau 1. Puis tu es rendu au tiers de l'hiver qui t'appellent puis qui te disent « Ouais, t'avais raison, j'aurais dû en mettre une, c'est vraiment trop long. » Puis l'hiver, en plus, c'est plus long, charger notre batterie est froide, on a besoin de plus de temps, on consomme plus aussi, donc on a plus d'énergie à remettre dedans. Ça devient rapidement un élément là, qui est irritant de ne pas avoir une borne. L'autre affaire, c'est que si on prend, c'est la seule borne qu'on a, c'est celle qui vient avec le véhicule, et qu'on la laisse à la maison, on ne l'a plus dans le véhicule. Là. C'est-à-dire que si on a un problème, on est en panne, on est en visite, on veut charger. Sinon, ça veut dire que tous les matins, on débranche notre véhicule, on débranche la borne après la maison, puis on la remet dans le véhicule. Mais là, c'est l'hiver, il y a de la gadoue, c'est dégueulasse. Tu rentres de la neige dans la tour. À un moment donné, là, on trouve plus ça le fun, pas en tout, puis on apprécie d'avoir une borne de dépannage portative bien rangée dans son étui dans le véhicule qu'on sortira occasionnellement et d'avoir notre borne robuste installée à l'extérieur qui, elle, est permanente puis nous donne de bons et loyaux services sur une base quotidienne. Oui. Et en plus de la manipulation, là, ce qui pourrait arriver, là, c'est la facette de la sécurité aussi. On va toujours enlever et remettre une prise. Oui, effectivement. C'est pas. Oui, tout à fait. Donc, en résumé, si on fait un petit ramassage de nos idées, bien sûr que la borne qui est fournie avec le véhicule, c'est une niveau 2. Elle va recharger le véhicule aussi bien, en principe, qu'une borne niveau 2 que vous allez acheter pour faire installer. Mais normalement, elle n'est pas prévue pour un usage aussi intensif. Elle coûte plus cher si on la brise. Elle est prévue pour du dépannage si on la garde à la maison. On ne l'a plus dans le véhicule. Donc, pour toutes ces raisons, notre recommandation, c'est d'en faire installer une. Surtout qu'on a encore des subventions pour le faire, c'est le temps. Profitez-en. S'il y a des gens qui ont des questions à poser là-dessus, Sébastien, ou sur tout autre sujet, ou encore qui voudraient suggérer des sujets de chronique, à quelle place on peut te rejoindre? On peut m'écrire au sébastien.côté@silenceonroule.com. À la prochaine, mon cher ami. Merci. Au revoir. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Comme grande entrevue aujourd'hui, on parle du Toyota BZ4X et pour en parler, qui de mieux que deux propriétaires de cette voiture? Le premier, François Quentin. Bonjour François. Bonjour. Et le deuxième, Philippe Daou. Bienvenue Philippe. Bonjour. Bon, messieurs, on va essayer de comprendre un peu plus qui vous êtes. Je vais y aller avec François en premier. François, est-ce que la Toyota BZ4X est votre première voiture électrique? Et sinon, quelle autre voiture avez-vous eue avant électrique, évidemment? J'ai eu une Prius branchable. J'ai aussi, en plus de la BZ4X, j'ai une Smart aussi électrique pour les petites commissions là, pas loin. Là.
OK. Donc, vous avez toujours la Smart en même temps que la BZ4X, puis vous vous êtes débarrassé de la Prius, dans le fond, quand vous avez passé de la Prius à la BZ4X. C'est en plein ça. Donc, j'ai un trio BZ4X, Smart électrique et trottinette électrique. Oh, on est en le 7. Et Philippe, toi, de ton côté, est-ce que c'est ta première voiture électrique? C'est ma première voiture électrique, effectivement, oui. OK, excellent. D'entrée de jeu, donc, il y a deux... on va tout de suite mettre ça de façon claire pour tout le monde. Il y a deux versions, disons, de la voiture, la LE, la XLE. Si je dis des enneries, vous me le dites, messieurs. Donc, la LE qui est entre guillemets le plus petit modèle. Là. Donc, c'est un véhicule qui est vendu en ayant 200 HP. C'est un modèle à 2 roues motrices, une batterie de 71,4 kWh. Et un modèle qui est le XLE qui, lui, est vendu à 214 HP, 4 roues motrices. Et on dit qu'il y a une batterie de 72,8 kWh, donc une petite bite, à peu près 1,4 kWh de plus. Laquelle version vous avez? Donc, toi, Philippe, laquelle version que tu as? Moi, c'est la version XLE. XLE et François? La version LE. LE, donc on a les deux versions. Bon, parfait. On va y aller par le commencement. Donc, si je vous pose la question, puis là, j'ai un peu une idée de réponse dans le cas de Philippe. Est-ce que vous êtes des vendus Toyota? Parce qu'on sait que Toyota, c'est une marque de voiture. Un peu comme Volkswagen, il y a des gens qui entrent dans cette marque-là et qui ne veulent plus sortir de Toyota. Ils attendent que le nouveau modèle de Toyota sorte. On vit ça aussi avec Volkswagen. Êtes-vous comme on dit, des fans de la marque Toyota ou Toyota est arrivé, c'est un choix comme parmi tant d'autres, Philippe, toi? Je suis 100% coupable. J'ai été Toyota depuis 1999, depuis ma première voiture. Puis toi, François, ben, tu avais une Prius avant, mais est-ce que c'est une série d'une longue lignée de Toyota, toi aussi? Oui, je fais partie de cette religion-là, moi aussi. C'est pas un mal, hein, remarquez bien, je dis pas ça négativement, mais on sait que dans Toyota, là, tu sais, puis ça fait pas des lunes que Toyota a des 100% électriques, puis il y a plein de gens qui attendaient que Toyota en sorte. Ils disaient, moi, oui, je vais y aller à l'électrique, mais j'attends que Toyota en sorte une. Parlons donc d'abord de l'agrément de cette voiture-là, l'agrément de conduite. Donc, vous pouvez la comparer avec, dans certains cas, dans toi, François, avec une autre voiture Toyota qui était, hybride branchable, mais qui avait quand même une conduite électrique. Toi, Philippe, évidemment, c'est ta première électrique, mais quand même, comment vous trouvez l'agrément de conduite? C'est agréable de conduire une BZ4X, François? C'est très, très confortable. Là. C'est aucune mesure avec une Smart, bien entendu. Là. La plupart des voitures électriques ont une suspension sèche. Par contre, la BZ4X a une suspension très confortable. L'accélération est correcte. Et puis aussi, l'insonorisation est très bon. Et puis, toi, qu'est-ce que tu penses la même affaire, François? Pas François, Philippe? J'abonde dans le même sens. Oui, c'est... Carrément, pour moi, c'est la meilleure voiture. Ben, c'est sûr que j'ai eu que des Toyota, mais j'ai quand même conduit beaucoup d'autres voitures de location et ainsi de suite. Là. Mais c'est de loin la meilleure voiture, la plus confortable à rouler que j'ai eue. Si on parle de... Toujours avec toi, Philippe, si on parle de la finition extérieure, donc la qualité des trims, c'est tout ce qui est finition, qui est la peinture, le look de la voiture, comment tu pourrais qualifier ça si tu compares ça avec d'autres voitures que tu as eues? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que ça semble... Parce que parfois, dans l'électrique, il y a eu beaucoup de modèles, on dit hey, pour une voiture de ce prix-là, il me semble que la finition, là, je ne parle pas de ce modèle-là en particulier, mais on entend ça dans l'électrique en général, des fois que la batterie coûte cher, fait qu'on y va vite un peu sa finition. Toyota a quand même l'habitude de faire des voitures bien faites. Si tu compares ça avec les autres voitures que tu as eues de Toyota, est-ce que c'est la même qualité de finition, extérieure et intérieure? On peut parler des deux. En fait, je trouve, à l'extérieur, c'est semblable. À l'intérieur, je trouve que c'est une coche au-dessus un petit peu des autres voitures que j'ai eues. Moi, je trouve la finition très bonne, surtout à l'intérieur. Là. J'adore la position de conduite de cette auto-là. Il est extrêmement confortable aussi. Okay. François, toi, je n'ai rien à redire. Vraiment, c'est traditionnel à Toyota, le point de vue finition, assemblage, c'est A1. Oui, c'est...
C'est pas mal ce qu'on entend aussi. Là, les gens qui ont la voiture confirment que c'est une voiture qui est très bien faite, très bien assemblée, très bien finie, qualité de matériaux quand même très bon, en fait, à la Toyota. Puis je pense que c'est un peu pour ça, quand on disait tantôt, les gens qui sont dans le Toyota restent dans le Toyota. Il y a une raison pour ça. Il faut croire qu'il y a quelque chose qui nous satisfait, qui fait qu'on veut rester avec la marque. Et ça fait, entre autres, partie de ça. Si on parle de tout ce qui est tableau de bord, l'affichage, hein, c'est dans les voitures électriques, souvent, on va comparer la façon dont l'écran, y a-t-il un écran, pas d'écran. Donc, décrivez-moi, François, décris-moi donc le tableau de bord de la Toyota BZ4X. Ça ressemble à quoi, là, quelqu'un qui ne l'a jamais vu? Mais moi, je trouve que c'est une belle finition. On a peut-être un côté de Toyota qu'on ne connaissait pas avant, avec un tableau de bord qui est fini en tissu. Par contre, point de vue de la radio, c'est comme on m'a dit, c'est un peu un éternel combat entre la mise à jour du iPhone et la mise à jour du véhicule, la mise à jour du véhicule et celle du téléphone. Donc, ça a déjà accroché un petit peu au niveau de l'affichage, mais à part de ça, la plupart des problèmes ont été réglés, mais maintenant, ça va bien. Je vais être certain de bien comprendre ce que tu dis, François, quand tu parles de mise à jour. Donc, on parle de la connexion entre ton téléphone et puis le véhicule, par exemple, pour accéder avec Apple CarPlay ou des trucs comme ça. C'est ça qui connecte pas toujours du premier coup? C'est-tu à ça que tu fais allusion? Oui, exactement. OK. Donc, mais j'imagine que là-dedans, comme dans le reste, souvent avec des mises à jour qui sont faites avec le véhicule et ou parfois dans le téléphone, là, on règle le problème de synchronisation, mais ça reste que ça peut être un irritant. Parlons donc, tu parles de ça, puis je vais te demander à toi, Phil, là, c'est évidemment quand on branche notre téléphone sur le tableau de bord, ben c'est les applications de notre téléphone qu'on voit apparaître dans l'écran puis tout ça, mais si on ne branche pas le téléphone puis qu'on regarde juste ce qui est fourni avec le véhicule, est-ce qu'il y a un GPS qui est fourni? Est-ce qu'il y a de la navigation? Est-ce que l'information sur le véhicule, par exemple, la batterie, l'état de charge de la batterie, l'énergie consommée, tout ça, est-ce que c'est facile d'accès? Est-ce que c'est bien fait? Honnêtement, moi, je me sers pratiquement toujours de l'auto en mode CarPlay. C'est très rare que je vais aller dans les menus de Toyota. Quand j'y vais, c'est dans l'autre tableau qui est près du volant, là, en avant du volant. Dans le fond, c'est plus dans ces menus-là que je vais jouer. C'est là que la plupart des paramètres qu'on peut ajuster sur l'auto, ils sont situés de toute façon. Okay. Du côté du système de Toyota comme tel, ça a l'air assez de base, si on veut. Je me suis jamais servi de la navigation GPS, même si elle est là. Il faut s'abonner. Je me suis jamais abonné. J'utilise tout le temps soit Google ou Apple Maps. C'est pour beaucoup de gens font ça, évidemment. Est-ce que c'est difficile, mais pour le peu de fois ou pour les fonctions, tu parlais, celles qui sont affichées là, au volant, là, dans le fond, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est un chevauchement de menu sous menu où les fonctions sont relativement faciles à trouver et à accéder? Ouais. C'est du Toyota, ça ressemble beaucoup à ce que j'avais sur mon ancien Toyota. Ça fait que c'est sûr que je suis un petit peu habitué. C'est pas nécessairement ce que plus intuitif, là, mais on réussit à trouver ce qu'on a trouvé la plupart du temps. Là. François, j'aimerais ça que tu nous parles, toi, de la conduite assistée. Donc, quel est le niveau de conduite assistée qu'il y a sur le véhicule? Est-ce que c'est juste cruise control normal ou est-ce que c'est cruise control adaptatif, donc qu'on accélère et on décélère en fonction du trafic là, qu'on suit? Est-ce qu'on a un système de guidage de voie qui permet au véhicule de tourner ou de suivre la chaussée? Qu'est-ce qui est disponible dans le véhicule? Avec le nouveau système de Toyota que j'adore, là, on ne fait pas juste m'avertir si je commence à frôler à gauche ou à droite la ligne pointillée ou la ligne continue. Il garde vraiment le centre de la voie. Le régulateur de vitesse adaptatif est très, très bon. Quand j'arrive à un feu de circulation au rouge et le véhicule qui est en avant de moi est immobilisé, la voiture ralentit, s'immobilise. Et tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur Resume, le véhicule repart. Puis, contrairement aux anciens cruise control, les gens utilisaient seulement sur l'autoroute, moi, je l'utilise même en ville.
J'adore vraiment. Et ce qui est surprenant aussi, c'est que le système par rapport à l'ancien s'est vraiment amélioré. Les lignes blanches, avant, il fallait vraiment que ça soit blanche. Il fallait quasiment que ça soit brossé pour être propre, pour que le système le voie. Maintenant, c'est enneigé, partiellement enneigé. C'est mouillé. Il n'y a pas de ligne sur le bord du trottoir. Le véhicule détecte les trottoirs. C'est vraiment bon. C'est sûr qu'il faut être attentif quand même à ce qui se passe, mais c'est très, très, très amélioré. La seule chose qui manquerait, je pense, ce serait qu'on puisse mettre, comme dans une Tesla, le clignotant, que le véhicule change de voie par lui-même. Je pense que c'est la seule chose qu'il ne fait pas. Et toi, rappelle-moi, tu m'as dit que tu avais le XLE, toi, hein? Moi? Non, j'ai le LE. Toi, tu as le LE. Donc, ça veut dire que tout ce que tu viens de nous décrire là est disponible même dans le modèle LE. Oui. Est-ce que dans le modèle XLE, Philippe, est-ce qu'il y a des choses de plus ou c'est essentiellement ce que vient de nous expliquer François? Ben, au niveau du régulateur de vitesse adaptatif, c'est la même chose. Peut-être important de mentionner que la fonction qui garde la ligne, c'est juste quand que le régulateur est actionné qui fonctionne. Sinon, on va t'avertir il va donner un petit coup dans le volant si jamais tu traverses la ligne du milieu, mais il ne va pas garder la ligne pour toi. Là. OK. À part ça, je pense dans le XLE, je pense qu'il y a peut-être les capteurs sonores là, pour quand tu te stationnes, que peut-être qu'il n'y a pas dans les LE. Peut-être que. OK, une assistance au stationnement qui est plus évoluée. Ouais, tu sais, qui va dire si tu es proche d'un obstacle ou pas. Là. Je pense que ça, il l'a pas dans le LE, si je ne m'abuse. François, tu confirmes? Oui, c'est en plein ça. Sauf qu'il y a quand même l'alerte de trafic à l'arrière du véhicule. Là. Mais effectivement, il n'y a pas de sonore de stationnement. OK. On va maintenant rentrer dans des caractéristiques vraiment plus, je dirais, plus définies quand on parle en termes de véhicules électriques. Donc, évidemment, allons-y avec le premier, l'autonomie. Donc, on a des batteries là, en haut de 70 kWh, qui est quand même une très bonne taille de batterie. Là, si on compare, par exemple, avec, je ne sais pas moi, une Chevrolet Bolt qui a aux alentours de 65 kWh de batterie. Donc, on a quand même une belle taille de batterie sur ce véhicule-là. Je ne vous ai pas demandé quand est-ce que vous avez eu votre véhicule, donc à quel moment de l'année, mais en même temps, on ne vit pas un hiver qui est hyper rough au niveau de la température. En tout cas, au moment où on enregistre le podcast, là, on est même un peu en haut de zéro. Ça vous donne quoi là, dans des conditions tout près de 0 degré, là, qui est ce qu'on a actuellement depuis une couple de jours? Vous avez quoi comme autonomie réelle sur votre véhicule là, quand il est plein, évidemment, Philippe? Moi, c'est en ce moment, à zéro, autour de 250 km, je dirais. 250 km, ça m'apparaît bas pour une voiture avec une batterie si grosse que ça. Est-ce que tu es quelqu'un qui a le pied pesant? Pas du tout, non. Non? Et toi, François, non. Ça ressemble à quoi? En ce moment, je suis des alentours de 325. Par contre, l'autonomie du LE est plus grande que le XLE. En été, je vais chercher jusqu'à 460. OK. Et ta conduite, François, parce que j'essaye de voir parce que le 200, ce que j'ai lu puis ce que j'entends partout, ça m'apparaît, 250 m'apparaît bas. Est-ce que tu fais beaucoup d'autoroute? Est-ce que tu es en conduite principalement de l'autoroute? Moi, non. Moitié-moitié? Oui, moitié-moitié. Puis, c'est ça. Je savais dès le départ, quand j'ai acheté le véhicule, que j'aurais plus d'autonomie avec la LE. Les batteries sont différentes que la XLE. Et au-delà de l'autonomie du véhicule, puis évidemment, c'est un peu l'éléphant dans la pièce là, avec ce véhicule-là, ça fait couler beaucoup d'encre. Parfois, on se dit avec raison, puis d'autres fois, on trouve que c'était peut-être un peu exagéré en termes de réaction, mais quand même, c'est là. Parlons de la recharge. Donc, évidemment, je ne parle pas de la recharge niveau 2. Ça, c'est assez stable puis assez, je dirais, équivalent d'un véhicule à l'autre là, pour le même niveau de chargeur embarqué. Mais parlons maintenant de performance au niveau des bornes rapides. C'est ce qui est, je dirais, c'est peut-être ce qu'on entend le plus parler là, des gens qui nous présentent des courbes de recharge et on voit vraiment des scénarios totalement différents, des véhicules qui ont de la misère à charger à 25 kW, puis d'autres qui chargent à 75 kW. On en perd un peu notre latin. Moi, je veux vous entendre là-dessus. Je vois François là, qui hoche la capine. Là. Ton expérience, toi, puis tu as eu d'autres véhicules électriques, ton expérience là-dessus, qu'est-ce que c'est?
la vraie vérité, là. Oui, bon, la visite électrique, c'est pas de système de préconditionnement de la batterie avant la recharge. Il y a des trucs, c'est sûr que c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais il y a certains trucs comme par exemple, si vous devez recharger sur une borne de niveau 3 en route, ce serait pas de charger le véhicule le soir pour avoir une batterie pleine à 100% le matin, ce serait plutôt de programmer une heure de départ. Donc, la batterie va se recharger à 100%, mais juste avant le départ. Donc, quand vous allez partir, la batterie va déjà être chaude. Donc, pour la prochaine recharge. Donc, ça fait partie des petits trucs comme ça. Puis ça, malheureusement, c'est pas enseigné par le concessionnaire parce que je pense qu'ils savent peut-être même pas eux-mêmes. Ouais. Mais mettons que tu fais ça comme il faut, tu as de l'expérience, ta batterie est chaude, puis tu roules suffisamment longtemps pour l'avoir maintenue, voire même l'avoir réchauffée encore plus, puis tu arrives à une borne de recharge avec un niveau de charge là, vraiment bas sur ton véhicule, là, 10%, mettons, puis tu te branches. Tu atteins quoi comme puissance de recharge sur ton véhicule? Environ 70 km/h. Kilowatts, tu parles. Kilowatts, 70 kilowatts, ouais. Et toi, de ton côté, Phil, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as essayé, premièrement, de brancher ton véhicule sur une borne rapide? Et si oui, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ben, c'est mieux l'été. En partant, là, l'hiver, c'est vraiment épouvantable. L'été, compare-nous donc les deux. L'été, l'hiver, qu'est-ce que tu as? L'été, je suis capable de charger à près de 80 kilowatts. À l'hiver, surtout quand il fait froid, là, c'est rare que tu vas dépasser 40, 45. Puis, comme François disait, là, on finit par trouver des trucs, puis c'est vraiment mal communiqué par Toyota. Puis je ne sais même pas, comme François disait, s'ils le savent eux-mêmes. Mais il y a des choses comme... moi, j'ai remarqué que si tu chargeais, si tu faisais une charge rapide en bas de 10%, les performances étaient beaucoup meilleures que plus que tu vas partir bas là, sur ton state of charge, mieux que la recharge va être. Je comprends pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est mon expérience. Comme à l'hiver, j'ai fait un voyage dernièrement à Gatineau-Sherbrooke. Puis mon premier aéron était rendu à 4%. Ce qui a rendu ma femme un petit peu nerveuse. Là. Mais ouais, 4%. Puis, tu sais, on s'est branché sur une 50 puis il y avait une 100 aussi, puis je me disais, ça vaut pas la peine parce qu'il dépassera pas. Puis, à ma grande surprise, même qu'il faisait moins 2, on a chargé à tout près de 50 pendant un bon petit bout, là. Je l'ai réessayé plus tard en 35 ou 40%, puis ça chargeait pas plus qu'une vingtaine de kilowatts. Là. C'était vraiment... Avant que ce véhicule-là sorte sur le marché, moi, je dirais peut-être... 2 ou 3 mois avant qu'il soit rendu disponible au Canada, là, avant que les ventes commencent, il y avait eu un communiqué, même pas un communiqué, c'est sur le site web de Toyota, puis il faudrait que je le retrouve, j'essaie de le retrouver, puis je vais le mettre sur le site web de Silence on roule. Toyota avait un texte là, qui parlait du véhicule, puis en tout petit, c'était écrit il est possible que le véhicule ne puisse pas se recharger à des températures inférieures à, puis je me souviens pas que ça... Je pense que c'était moins 20. Oui, c'est ça. Donc, ne puisse pas se recharger. Tu sais, c'est que... Et ce texte-là, à un moment... Il y a quelqu'un qui est tombé dessus. Là. Moi, j'ai vu sur Internet qu'il y a des gens qui disaient « Allez voir, c'est écrit ça ». Fait qu'évidemment, le mot a dû se passer très vite. Et comme par magie, dans les 2-3 jours qui ont suivi, Toyota l'a enlevé. C'est-à-dire que la phrase a été enlevée complètement. Là, je trouvais très surprenant qu'un véhicule électrique vendu, puis Toyota, je veux dire, c'est pas depuis hier qu'ils font des autos, là, que les performances soient moins bonnes, je veux bien, mais ne puissent pas charger. Je trouvais ça vraiment intense. Oui, François? En fait, c'était pas que le véhicule ne pourrait pas se charger à moins 20, mais plutôt que la batterie soit à moins 20. Ouais, oui, et c'est différent. Oui, c'est très différent. Mais en même temps, étant donné que le système on peut pas préconditionner la batterie, ça veut donc dire que là, il faut prendre des précautions, il faut que notre véhicule soit branché, maintenir la batterie chaude. Et ça aussi, ça fait partie des choses que les gens ne se font pas nécessairement expliquer quand ils prennent possession du véhicule. Puis là, ils achètent le véhicule, puis ils le laissent dans le driveway pendant 3 jours pas branché parce qu'ils le prennent pas. Puis là, la batterie vient très froide. Et puis là, évidemment, la performance n'est pas au rendez-vous. Donc, si je vous posais la question, avec l'expérience que vous avez du véhicule aujourd'hui, voyant les performances, particulièrement de la recharge, parce que pour le reste, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème. Hein? C'est toujours la même affaire qu'on parle, c'est la vitesse de recharge
aux bornes rapides. Est-ce que vous remettriez votre choix en question maintenant que vous l'avez essayé? Vous avez vu que ça a l'air l'été, vous avez vu que ça a l'air l'hiver. Est-ce que ça remet en question votre choix ou vous gardez votre choix? Vous dites non, moi, je suis quand même satisfait avec le véhicule. Si on commence avec toi, Philippe. Moi, non. Je suis encore très satisfait du véhicule. Je dois dire, par exemple, que j'ai un deuxième véhicule. Donc, si j'ai une longue route à faire, il y a des bonnes chances que je prenne mon autre véhicule, surtout s'il fait froid, là. Comme l'année passée. Moi, je l'ai depuis décembre 2022. Ça fait que j'ai fait 2 hivers avec. Le premier hiver, il fallait aller à Rivière-du-Loup. Gatineau-Rivière-du-Loup, c'est un bout. Là. Ça fait qu'on a pris l'autre retour. Ça ne me tentait pas d'arrêter 3-4 fois pour charger. Mais pour mes besoins à moi, il convient parfaitement. Je ne regrette pas mon achat. François, toi? Mais juste pour moi, pour l'utilisation que j'en fais, c'est parfait. Je ne fais pas de longs trajets en hiver. En été, le véhicule se charge très, très rapidement. Puis moi, deuxième voiture, ça irait pas mieux avec la Smart. Mais non, c'est difficile parce que quand on regarde, si on se mettait à regarder ce que les autres fabricants font, peut-être qu'on trouverait que finalement, ils font pas beaucoup mieux. Fait que je regrette pas mon achat. Puis on va se quitter là-dessus, messieurs. Parce que moi, c'est ce que je trouve dommage. Là, je pense que c'est un très bon véhicule. Je pense que ses forces et faiblesses comme tous les véhicules. Je pense surtout que les gens n'ont pas toujours la bonne information au moment où ils font l'acquisition du véhicule, puis ils apprennent certaines caractéristiques du véhicule un peu tard, puis là, ils comparent avec d'autres véhicules, puis ils s'imaginent qu'ils ont fait un mauvais choix parce que le véhicule à côté a des meilleures performances de recharge l'hiver, qui finalement, dans bien des cas, et ça serait le mien, entre autres, ça aurait très peu d'impact puisque j'aurais à peu près jamais besoin de recharger sur une borne rapide l'hiver avec l'utilisation que j'en fais, mais chaque cas étant différent. Mais si vous aviez une recommandation à dire à quelqu'un là, qui commence à regarder les autos puis qui reluque pour une BZ4X, là, ça serait quoi la recommandation que vous feriez à cette personne-là pour être sûr qu'elle fasse le bon choix, Philippe? Moi, je dirais de faire ses devoirs. Il y a beaucoup de gens, on voit souvent dans les forums de discussion qu'il y a des gens qui c'est une grosse surprise pour eux que la performance de recharge niveau 3 est moins bonne, faut le dire, est moins bonne que la concurrence. Puis si c'est quelqu'un qui a besoin de faire beaucoup de recharge rapide, c'est certain qu'ils vont être déçus. Là. Ça fait que de bien s'informer. Puis peut-être aussi ajouter, vu qu'on termine, moi j'ai une 2023, je pense que François aussi, les 2024, ils ont quand même amélioré les performances de recharge. Le chauffage de la batterie est plus puissant, puis ils ont ajouté d'autres pièces, là, je ne suis pas certain des détails. Là. C'est sûr qu'on voit des rapports préliminaires, mais ça semble être mieux que sur les 2023. François, de ton côté, les recommandations? Je recommanderais cette voiture-là, mais sauf pour les grands voyageurs qui doivent utiliser le véhicule en hiver. Là. Partir d'Ottawa pour s'en aller à Matane, c'est peut-être pas le meilleur véhicule. En été, ce serait correct, là, mais en hiver, je regarderais peut-être pour d'autres choses. OK. Donc, messieurs, je vous remercie d'avoir participé. Je pense que tout le monde, on l'a compris, là, puis le but, c'était pas de mettre tout le focus sur cette année recharge rapide-là, mais c'est juste de ça dont on entend parler. Puis je pense que c'est bon un peu de pondérer puis d'expliquer un peu. Donc, c'est un état de fait. C'est pas le véhicule le plus performant en termes de vitesse, surtout par temps froid. Je pense que le surtout par temps froid est important ici parce que votre véhicule se charge beaucoup plus vite que le mien l'été, soit dit en passant. Et à peu près équivalent là, l'hiver. Puis j'ai une Chevrolet Bolt, moi, personnellement, qui est un véhicule hyper répandu, pour lequel on entend très peu parler. On le sait que ce n'est pas le véhicule le plus performant en termes de recharge, mais on entend parler avec beaucoup moins d'agressivité, je trouve, que la Toyota, alors que la Toyota, globalement, performe mieux. Donc, je trouve ça un peu dommage. Je le répète souvent, puis je le répéterai jamais assez, les véhicules ont toutes leurs caractéristiques, puis l'idée, c'est d'avoir un bon fit avec notre train de vie. Vous l'avez très bien exprimé. Quelqu'un qui fait de la longue route, surtout l'hiver, c'est peut-être pas le véhicule le mieux adapté, mais quelqu'un qui fait pas beaucoup de longue route ou sur une base très fréquente, c'est un véhicule qui va super bien et qui permet de retrouver plein de caractéristiques et de façon de faire à la Toyota qui est très aimée du public. Moi, je pense que la seule chose qu'on peut reprocher à Toyota, c'est de
ne pas embarquer dans l'électrification, le 100% électrique, là, disons-le comme ça, avec autant de véhémence qu'on aimerait qu'ils le fassent avec leur expérience, leur savoir-faire, puis surtout les super beaux succès qu'ils ont eu avec l'hybride et l'hybride branchable. Ils ont été parmi les premiers, hein, puis ils se sont super bien tirés d'affaire. Donc, messieurs, merci beaucoup pour votre présence au podcast aujourd'hui. C'était un plaisir. Bonne soirée. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Rouler vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585. Rouler vert avec Stéphane Levert. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sujet de ma chronique, c'est un petit peu en lien pour faire suite à un sujet qu'on avait abordé lorsqu'on avait enregistré avec Martin le top 10 rétrospective de l'année 2023. À ce moment-là, un des sujets qu'on avait abordé était que en 2023, on avait vu l'économie globale, mettons, faisait que les taux d'intérêt avaient fortement augmenté et l'effet que ça avait eu sur le marché de la vente des véhicules électriques au Québec était que plusieurs personnes soit retardaient ou même annulaient leurs commandes, jugeant que au final, les paiements feraient pas en sorte qu'il y aurait des économies à court ou moyen terme avec le montant que les gens auraient à débourser pour leur voiture. Donc, le sujet de ma chronique aujourd'hui, c'est la suite de ça, c'est l'effet qu'on voit depuis le début de l'année 2024 et la baisse de prix de certains modèles de véhicules électriques que les gens peuvent se procurer ici au Québec. Donc, premièrement, avant d'aller plus en détail dans les modèles qui ont subi cette baisse de prix, qu'est-ce qui peut motiver un manufacturier à effectuer une baisse de prix de ces véhicules? Donc, la tendance dans le marché global de l'automobile, mais plus particulièrement pour les véhicules électriques depuis 4-5 années, était que les niveaux d'inventaire, donc l'offre était très basse par rapport à la demande qui était très élevée. Donc les gens voulaient acheter des véhicules électriques, mais la disponibilité était un problème. Donc les manufacturiers n'étaient pas motivés à offrir un véhicule à un prix plus concurrentiel versus les autres. Donc le marché était tiré vers le haut toujours à maintenir les prix plus élevés. Donc les premiers à y aller avec une baisse de prix, ça a été Tesla. Donc, Tesla a effectué une baisse de prix du modèle Y. Donc, on le sait, Tesla a toujours été parmi ceux qui avaient la plus grande offre parmi les manufacturiers de véhicules électriques qui sont disponibles ici au Québec. Donc, eux ont vu ça arriver par rapport au marché. Donc, eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est de faire une baisse de prix du modèle Y. Et ils ont été de façon assez stratégique parce que on le sait depuis quelques années, le modèle propulsé, donc à roue motrice arrière, avait toujours été admissible aux
de subvention, mais le modèle à traction intégrale, donc à longue autonomie, lui ne l'était pas, du moins partiellement. Il y avait seulement la subvention fédérale à laquelle il était admissible. Donc, en offrant maintenant les 2 versions de la modèle Y sous le plafond de 65 000 $, les 2 sont maintenant admissibles aux 2 subventions que les Québécois peuvent bénéficier. Donc, suite à la décision de Tesla de faire la baisse de prix, il y a eu quelques semaines plus tard une décision similaire que Ford a prise pour cette fois-ci le modèle Ford Mach-E. Donc, avec la Mach-E, Ford était dans la même position que Tesla, c'est-à-dire que certaines versions de la Mach-E étaient pleinement admissibles aux subventions et certaines ne l'étaient que partiellement. Donc, ils ont été avec une approche très similaire à Tesla, donc de rabaisser les prix de les modèles Mach-E pour faire en sorte que plus de versions soient admissibles aux pleines subventions. Dans le cas de Ford, c'est un petit peu plus marqué comme niveau d'inventaire parce qu'ils sont encore en train de liquider des modèles 2023 de la Mach-E. Donc, il n'y a pas encore de 2024 offert dans les concessions Ford. Ils sont encore en train d'essayer de mettre des 2023 dans les mains des clients québécois. Donc, troisième cas qu'on peut aborder, c'est le cas de Volkswagen avec le ID4. Donc, dans le cas du ID4, ce n'est pas une baisse de prix telle quelle que Volkswagen a effectuée, mais plutôt le retour de taux d'intérêt subventionnés. Donc, qu'est-ce que c'est des taux subventionnés? Donc, vous vous rappelez, il y a quelques années, quand que vous voyez des publicités à la télé ou dans les journaux sur Internet, des taux d'intérêt de 0,9%, c'est pas quelque chose qu'on a vu dans les 4-5 dernières années, mais tranquillement, on voit que c'est quelque chose qui est en train de revenir pour essayer d'attirer les clients chez eux. Donc, dans le cas du ID4, vous allez probablement avoir des publicités, ou si vous allez sur le site Internet du concessionnaire Volkswagen de votre région, vous allez voir ce genre de proposition-là de taux au financement d'un ID4 à 3,99%. Vous allez me dire, c'est pas 0, c'est pas 0,9, mais comparé à des taux actuels là, que vous allez avoir dans des banques ou chez les autres manufacturiers, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc, ça fait quand même une différence sur les montants à laquelle les véhicules électriques sont. Ça fait une différence au bout de la ligne pour la personne qui doit piger dans son compte de banque puis payer à chaque mois tout le terme de financement de son véhicule. Donc, pour le Québécois qui est en train actuellement de faire du magasinage pour un véhicule électrique en vue d'un achat, donc c'est certain que c'est quelque chose qui est bienvenu, qui est bien perçu. Les gens voient des baisses de prix, donc pour nécessairement magasiner son véhicule pour un montant moindre. Mais ça ne fait pas que des heureux. Donc, pensez à la personne qui, il y a 1 mois, 2 mois, a acheté le même véhicule qu'actuellement avec le prix à la baisse. C'est certain que ça peut causer certaines frustrations pour les gens qui ont payé le prix avant la baisse. D'autres pour qui la baisse de prix peut avoir un effet néfaste seront ceux et celles qui essayent de vendre leur voiture usagée de modèle équivalent. Donc, eux ont payé l'ancien prix initialement, donc essayent de revendre leur véhicule en tenant compte du marché actuel. Donc, c'est certain que pour le marché de l'usager, encore là, ça va avoir un effet d'entraîner les prix à la baisse. Donc, pour ceux qui vendent, encore là, ça peut être fâchant, mais pour ceux qui vont acheter, encore là, ça peut avoir un effet que le prix des véhicules dans l'usager va baisser dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, ça va être intéressant de voir dans les prochains mois, voir si d'autres manufacturiers, d'autres modèles vont aussi subir le même sort de baisse de prix, dépendant évidemment de leur disponibilité. Les manufacturiers pourraient être plus ou moins motivés à emboîter le pas. Et dernier élément qu'on peut aborder, qui va nécessairement avoir un effet sur le prix des véhicules électriques que les manufacturiers vont nous offrir dans les prochaines années, et l'annonce qu'on vient d'avoir cette semaine du gouvernement du Québec, qui nous annonce que d'ici 2027, l'élimination de la subvention provinciale qu'on avait depuis les dernières années sur l'achat des véhicules électriques.
Et c'est ce qui m'a fait à ma chronique d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et d'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route. Les parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le véhicule expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fizz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoins à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fizz et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIC2.ca ou par courriel info@fizz.ca. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. L'AVEC, le club, la cabane à sucre, c'est pour les membres de l'AVEC qui veulent participer à cette cabane à sucre le 23 mars de 15h30 à 20h. C'était la Réblière Meunier et Fils à Richelieu. L'AVEC se recharge à la Porte de l'Érable, tout en puissance. C'est le 30 mars 2024 de 10h à 16h à la halte routière de sortie 228. C'est un rendez-vous pour voir des voitures, poser vos questions à l'AVEC, etc. Le relais électrique débarque au Salon du véhicule et loisirs électriques de l'Outaouais. C'est du 5 au 7 avril 2024 au complexe Branchot-Brière, évidemment, à Gatineau. Le relais électrique débarque ensuite au Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable de Montréal du 19 au 21 avril au Stade olympique. Et finalement, l'AVEC se recharge au Salon Énergie et Environnement de Lac-Mégantic. C'est le 4 mai de 10h à 16h au Centre sportif de Mégantic. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire François Quentin, Philippe Daou, Sébastien Côté ainsi que Stéphane Levert. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand, Daniel Rochefort et Stéphane Levert. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Viau, Luc Poirier, Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios Basses. Un merci spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro Solutions, Précision PPF Vitres teintées, Fizz Électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Motors, le groupe Énergie Canada, Équiterre, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceauroule.com, tandis que l'information générale sur les véhicules électriques se retrouve au www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à une boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.